Nous allons continuer avec la résolution des noms DNS. Les principaux objectifs dans cette démonstration, nous en avons déjà trois. La configuration d'un serveur DNS sur le DC, la configuration des enregistrements des zones de recherche directe et inversée, et également tester le serveur DNS. Donc, la première action consistera donc à créer la zone de recherche inversée. La zone de recherche inversée, déjà, c'est un type de zone DNS qui est utilisé ici pour résoudre une adresse IP en un nom de domaine. Donc, contrairement à la zone de recherche directe qui traduit un nom de domaine en une adresse IP. Donc, la zone de recherche inversée va faire l'inverse de la zone de recherche directe. Donc, ici, la zone de recherche directe est généralement configurée dans les enregistrements qu'on appelle les enregistrements PTR. Donc, quand on veut mettre en œuvre les zones de recherche inversées, pour les configurer dans le DNS, cela va se passer avec les enregistrements PTR. PTR pour Pointer Record. Donc, si on a par exemple une machine qui a une IP en 192.168.1.10 et un enregistrement PTR, on peut le créer pour associer cette adresse IP au nom de domaine, par exemple, qui s'appelle, admettons, client.labo.local. Donc, si notre nom de domaine ici, c'est labo.local. Donc, voilà un peu grosso modo à quoi ça sert. En fait, sans plus tarder, nous allons passer sur notre machine virtuelle. Donc, tel qu'il a été dit, il faut créer la zone de recherche inversée. Nous allons sur le DC qui actuellement a le DNS en place, vu qu'on l'avait installé comme contrôleur de domaine. Et du fait d'installer, de promouvoir un serveur au rang de contrôleur de domaine, ce dernier va également être un serveur DNS. Donc nous allons dans le menu outils ici. On nous rend à outils et nous allons ouvrir la console DNS. Dans cette console, on va dérouler l'arborescence. Donc, on a déjà notre zone de recherche directe ici. Par contre, la zone de recherche inversée ici n'a encore aucune zone. Étant donné que notre DC a deux interfaces, nous avons l'interface en 200.1 et l'interface en 100.1. Donc, ça veut donc dire que nous allons créer deux zones pour prendre en compte ces deux interfaces-là. Puisque quand on crée la zone de recherche inversée, il faut renseigner l'ID, l'adresse du réseau, la partie réseau de notre adresse IP. Donc, on va faire ici un clic droit. Nous avons la nouvelle zone. On peut également venir ici sur le DC, faire un clic droit et avoir une nouvelle zone. Si on vient sur le DC, la particularité, c'est qu'on aura la capacité de choisir si c'est une zone de recherche directe ou une zone de recherche inversée. Mais si on vient directement sur la zone de recherche inversée, on n'aura pas cette possibilité de choix. Par exemple, si je viens là, je clique nouvelle zone, j'ai cette assistance-ci, je fais suivant. Zone principale, c'est une zone principale puisqu'on n'a pas encore un serveur qui a également le rôle DNS en place. Je clique sur suivant, suivant. Et là, on a ici zone de recherche inversée. On n'a pas zone de recherche directe ici qui apparaît dans la possibilité de choix. Zone de recherche inversée en IPv4 et en IPv6. Par contre, si je me rends dans ce menu, je m'en vais sur le nom du serveur et je sélectionne nouvelle zone, toujours avec ce même assistant, je clique sur suivant, zone principale, suivant. Là, on a ici zone de recherche directe et zone de recherche inversée. Donc, il faut que je sélectionne zone de recherche inversée pour avoir maintenant les deux possibilités de création en IP version 4 ou en IP version 6. Donc, ça revient au même que de venir directement sur la zone de recherche inversée ici. Donc, je vais continuer directement sur cet assistant. Je clique sur suivant et je renseigne l'ID du réseau. Comme je l'avais présenté sur l'architecture, nous avons ici
notre DC avec deux interfaces. Mais si on a un DC qui a une seule interface, on n'a pas besoin de renseigner on n'aura qu'à renseigner, à créer une seule zone de recherche inversée. Mais dans notre cas ici, comme on a deux interfaces sur le DC, pour permettre donc à d'autres machines faisant partie, qui sont reliées à chacune de ces interfaces, de faire partie de la zone de recherche inversée, il est donc opportun de mettre en œuvre l'installation de la configuration de la zone de recherche inversée qui prendra en compte ces deux interfaces réseau. Donc là, je vais venir sur le DC, je renseigne déjà la première interface en 192.168.100. Donc c'est la partie réseau de mon adresse IP. On l'avait vu dans l'agressage, la partie réseau est identifiée généralement via le masque de sous-réseau. Dans notre cas, le masque de sous-réseau est en /24. Donc, c'est cette partie qui permet d'identifier la partie réseau et la partie haute. Je fais suivant. Et là, n'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées recommandées pour Active Directory. Autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques. Donc, on va se laisser le premier choix pour des raisons de sécurité et aussi que tout se passe de façon dynamique. Donc, je clique sur suivant et terminé. Donc, j'ai déjà la première zone qui est là. On peut même voir que ça commence par 100.168.140. Bon, c'est inversé, donc 142.168.100. Je vais créer par la même occasion la seconde zone. Je peux venir maintenant ici, c'est toujours pareil. Hein. Faire une nouvelle zone. Suivant. Zone primaire, puisqu'on n'a pas un second DNS dans notre domaine, labo.local. Faire suivant. Je vais choisir vers tous les serveurs DNS exécutés sur les contrôleurs de domaine dans ce domaine labo.local. Je laisse ce choix par défaut. Zone de recherche inversée en IP version 4. Nous n'avons pas la version 6. Donc, je clique sur suivant. Et là, je vais renseigner l'ID du réseau qui est la seconde interface en 192.168.200, la seconde interface de mon DC qui est ici. Je clique sur suivant. Et j'autorise les mises à jour dynamiques sécurisées. Suivant et terminé. Donc là, j'ai mes deux zones de recherche inversées en place, vu que j'ai deux interfaces sur mon DNS, mon serveur DNS qui est le DC. La suite maintenant de la démo consistera à faire quoi? Qu'est-ce qu'on nous demande par la suite? Configurer les enregistrements de noms de recherche direct et inversés de type A, de type CNEM. Bon, non, ça, ce sont les objectifs. Donc ici, ajouter l'enregistrement PTR associé à votre DC. Donc, on va procéder à l'ajout de l'enregistrement PTR. Donc, on l'avait déjà dit, l'enregistrement PTR ici va permettre d'associer, va nous permettre d'associer en fait l'adresse IP à un nom de domaine. Donc, comme par exemple le DC a deux IP, puisqu'il y a deux interfaces, on aura 192.168.100.1 qui sera associé à son nom de domaine, dc.labo.local. On aura aussi 142.168.200.1 qui sera également associé au même nom. Donc, on va le faire. C'est dans la zone de recherche inversée. Donc, on va venir sur cette première zone-là. On crée nouveau pointeur PTR. Donc là, ici, son IP, c'est 100.1. Je vais venir sur parcourir pour sélectionner le nom de domaine du DC. Donc, quand je viens sur parcourir ici, c'est en réalité pour aller dans la zone de recherche directe ici, dans cette arborescence labo.local. Et comme il y a déjà l'enregistrement DC en place, donc je vais venir via ce menu-ci, sélectionner le nom, l'enregistrement correspondant, l'enregistrement de type A qui est dans la zone de recherche directe du DC. Donc, je fais parcourir. J'ai ici donc mon DC déjà. Je vais sélectionner, double-cliquer dessus. Zone de recherche directe, je double-clique à nouveau. Et là, zone de recherche directe, vous voyez, on descend, on est à MS dc.labo.local et labo.local. Donc, je m'en vais sur labo.local pour rechercher l'enregistrement DC que voici. Et là, on n'a qu'un seul enregistrement ici, puisque nous sommes dans la zone de recherche inversée qui est en 192.168.100. Donc, le point 100 correspond bien évidemment à l'IP 100.1 ici, et c'est pour cette raison qu'on a un seul enregistrement présent. Mais dans la réalité, on a deux enregistrements ici, puisqu'on a deux interfaces. Donc, on va sélectionner ceci. Et on va faire la même chose sur l'autre enregistrement, sur l'autre zone de recherche inversée.
Je clique sur OK. Et là, si je viens dans, voilà, je vois ici l'adresse IP 192.168.100.1 qui est associée à dc.labo.local. Avant de poursuivre donc la création de l'autre pointeur PTR associé à 192.168.200.1, je vais tester déjà la résolution aussi. Donc si j'ouvre comme ça mon PowerShell, bon, admettons, je vais l'ouvrir ainsi. Ok. Je vais un tout petit peu agrandir la taille de la police. Je mets cette police à 28 par exemple. Non, je vais mettre à 24, c'est trop grand. Ok. Je viens faire la commande pour tester la résolution DNS, on le sait très bien, c'est nslookup. nslookup, comme ceci. Voilà, je valide. Donc là, j'ai l'enregistrement de type, j'ai l'enregistrement PTR que j'ai créé, c'est 192.168.100.1. Je valide. Et là, j'ai le nom correspondant. Mais par contre, comme je n'ai pas encore fait pour la seconde adresse IP qui est la seconde interface de mon DC, qui est en 192.168.200.1. Si je m'amuse à inscrire cela comme ça, vous voyez que là, la commande nslookup ne parvient pas à trouver le nom, euh, le nom de domaine correspondant. Ça veut donc dire qu'il va falloir créer donc cet enregistrement. Je viens ici donc, je fais un clic droit à nouveau. Donc là, clic droit, nouveau pointeur PTR. Je sélectionne et là 200.1. Je m'en vais chercher donc le DC dans la zone de recherche directe. Je double-clique là. Zone de recherche directe, labo.local. Voilà le DC ici et voilà son IP correspondant 200.1. Je valide. Et là, j'ai ma zone 200.1 qui fait son apparition associée au nom de domaine dc.labo.local. Et là maintenant, si je me rends toujours dans la commande nslookup et je saisis cette fois-ci la même adresse IP que j'avais saisie, je peux me la rappeler avec la flèche montante de mon clavier. 192.168.200.1, là je valide et je retrouve dans le nom DNS, le nom de domaine associé à cette adresse IP. Donc voilà ce qu'il fallait faire concernant la création de, disons, l'ajout de l'enregistrement PTR associé au DC. On l'a déjà testé également. Donc maintenant, la suite de cette tâche, de cette partie, consistera donc à répondre à ces questions. Pouvez-vous créer un enregistrement CNAME pour un alias www.nom de votre domaine.com? Faites une simulation pratique. Il est important ici déjà de comprendre de quoi il est question quand on parle déjà d'un enregistrement CNAME. Donc un enregistrement CNAME pour Canonical Name, c'est un type d'enregistrement qui va nous permettre d'associer un nom de domaine à un autre nom de domaine existant. Donc en fait, il va permettre donc de rediriger un nom de domaine vers un autre nom de domaine plutôt que directement vers une adresse IP. Si on prend un exemple illustratif, supposons que je vais ouvrir le bloc-notes ici. Admettons qu'on ait le domaine www.test.com. Donc, on a ce domaine-là qui soit en quelque sorte associé au nom de domaine qui existe, par exemple, labo, bon, dc.labo.local, c'est un exemple. Donc, en réalité, lorsqu'un utilisateur va demander le nom www.test.com, le serveur DNS va répondre avec le nom
dc.labo.local qui est ensuite résolu en une adresse IP. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que l'enregistrement CNAME permet d'associer un nom de domaine à un autre nom de domaine existant. Quel est l'intérêt de la mise en œuvre d'un enregistrement de type CNAME? L'enregistrement CNAME va déjà nous offrir une certaine flexibilité lors des changements dans l'infrastructure. Quand je parle de flexibilité ici, imaginons un instant que on est à changer par exemple l'adresse IP. L'adresse IP de notre qui est associée à dc.labo.local. Là, si on change cette adresse IP, ce que cela va avoir comme effet, c'est que on n'aura plus à faire des mises à jour de ces enregistrements CNAME. Donc tous ces alias, comme on appelle aussi, tous les enregistrements CNAME vont continuer donc à pointer. Donc supposons que on avait l'adresse 192.168.100.1 qui était associée à dc.labo.local, qui était associée à cette adresse, à ce nom, pardon. Et qu'entre-temps, on le change et ça devient plutôt 192.168. Par exemple 25.1. Si on a des enregistrements qui, comme par exemple www.test.com, qui étaient associés à dc.labo.local et qu'on a même encore d'autres enregistrements, peut-être www. Mettons par exemple serveur.com. On a encore d'autres enregistrements comme www.client.com. Ce sont des exemples que je prends. En fait, vous voyez que quand on va effectuer le changement de l'adresse IP qui est associé à dc.labo.local, si on a par exemple un service DHCP qui alloue dynamiquement des IP, on n'aura plus à venir effectuer une quelconque action sur ces enregistrements. Par contre, si on avait créé des enregistrements pour chaque nom de domaine, www.test.com, pour l'associer directement à l'IP 100.1, www.serveur.com pour l'associer également à 100.1 et www.client.com pour l'associer également à 100.1. Ce qui allait se passer, c'est que lorsque le DHCP allait renouveler le bail, ou alors on allait par exemple, supposons que le DHCP renouvelle le bail et nous allons une nouvelle IP, par exemple en 100.5, qui est dans le même réseau. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir recréer en quelque sorte ces différents. Il va falloir modifier ces différents enregistrements. Donc là, par contre, ici, on n'aura plus aucune action à effectuer. Donc, la seule chose qu'on va devoir venir faire, c'est simplement venir modifier cette IP-ci. On la met en 100.5 pour faire correspondre. En fait, on va venir en quelque sorte modifier l'enregistrement qui était en 100.1 à 100.5, puisque la nouvelle IP de dc.labo.local, c'est 100.5. Et donc, par conséquent, ces enregistrements CNMC qu'on a créés vont pointer vers la nouvelle adresse IP. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle de la flexibilité. Donc, sans plus tarder, on va passer donc à la création. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans l'atelier? Pouvez-vous créer un enregistrement CNAME pour un alias www.votrenomdedomaine.com. Je vais déjà copier ce nom de domaine qui est un exemple. Je copie ça. Donc, généralement, les enregistrements CNAME se créent dans la zone de recherche directe. Donc, je viens sur mon DC, toujours via la console DNS. Donc, dans la zone de recherche directe, je fais un clic droit sur labo.local. Je vois ici, nouvel alias CNAME. Je vais donc coller ce nom que j'ai copié, www.nomdevotrdomaine.com. Je vais venir cliquer sur parcourir ici pour chercher le nom du DC correspondant, puisqu'on a demandé ici de créer un enregistrement CNAME. Pouvez-vous créer un enregistrement CNAME? Pouvez-vous créer un enregistrement CNAME pour un alias www.votrenomdedomaine.com? Faites une simulation.
Bon, je vais l'associer avec mon nom, mon DC, par exemple. Je vais prendre ce DC-ci. Je pouvais prendre un autre nom, hein, puisqu'on n'a pas spécifié ici. Donc, je vais le pointer, je vais l'associer avec le nom de dc.labo.local. Donc, je clique sur OK, comme ceci. Donc, quand je viens dans la zone de recherche directe ici, je vois l'enregistrement CNEM qui a été créé. Donc, on peut le tester également, toujours avec notre traditionnelle commande nslookup. Je vais sortir de là pour qu'on voit bien ce qu'on avait initialement. Donc, on avait saisi nslookup, je valide. Et là, je vais venir simplement coller le nom de notre enregistrement. C'était, je vais revenir copier ça. Voilà, je valide. Et là, on a ici le nom qui est associé, à savoir dc.labo.local. Et par la suite, on a les différentes adresses IP qui sont associées à dc.labo.local. Donc, comme on l'avait dit, ça permet de mapper. C'est aussi notre expression qu'on utilise pour expliquer cela. Ça permet de mapper un nom de domaine à un autre nom de domaine existant qui lui-même est associé à des adresses IP. Voilà. Donc, on a déjà fait la simulation. Ajouter un enregistrement de type A nommé mail associé aux adresses IP de votre serveur DC. Faites une simulation. On va créer l'enregistrement de type A. L'enregistrement de type A, on l'avait déjà dit, c'est un enregistrement qui va faire correspondre un nom d'hôte à une adresse IP. Et c'est dans la zone de recherche directe qu'on va le créer. Je viens faire un clic droit ici, nouvelle hôte. On a dit que notre enregistrement s'appelle mail, je vais le saisir. Et là, je renseigne l'adresse IP. On a dit des adresses IP de votre DC. Donc, on a d'abord la 100.1, comme ceci. Je clique sur ajouter l'autre. Je reviens encore, ok, voilà même un message qui nous certifie que l'enregistrement mail.labo.local a été créé correctement. D'accord, je valide sur OK. Je vais créer le second enregistrement qui est associé à l'adresse IP, la seconde adresse IP de mon interface du DC. 200.1. Je clique sur ajouter. On a également ce message qui certifie que l'enregistrement a été effectué. Donc, on a demandé par la suite de faire une simulation pratique. C'est toujours avec notre traditionnel NSLOOKUP qu'on va faire cette simulation. Donc, comme je suis déjà dans NSLOOKUP que j'ai saisi ici, je vais venir simplement saisir mail, je valide, et là, j'ai les adresses IP qui sont associées à mail.labo.local, 192.168, 100.1 et 192.168, 200.1. Pouvez-vous créer un enregistrement de type MX pour votre serveur de messagerie mail de nom de votre domaine.com? Faites une simulation. Donc, quand on parle d'enregistrement MX, de quoi est-il question? Donc, un enregistrement MX, MX déjà pour Mail Exchange Records, en fait, c'est un enregistrement qui est utilisé pour spécifier les serveurs de messagerie responsables de recevoir ici, recevoir les emails dans notre domaine labo.local. Donc, si on revient là, on est dans notre domaine ici, labo.local. Si on crée un enregistrement MX, c'est pour dire explicitement que voilà, c'est tel serveur qui a la responsabilité de recevoir les mails dans notre domaine labo.local. Donc, comment est-ce que déjà l'enregistrement MX fonctionne concrètement? Donc, si on a par exemple un serveur, disons un expéditeur qui veut envoyer un email à une adresse, euh, à une adresse de messagerie. Prenons l'exemple ici, on va saisir ça. Si on a l'adresse de messagerie, à titre d'exemple, il s'appelle john@labo.local. C'est un exemple.
Donc, si un expéditeur, ce john@labo.local fait partie de notre domaine labo.local. Cet utilisateur envoie donc un email, un courriel à john@labo.local. Le serveur de messagerie, par exemple, supposons que la personne qui envoie le courriel, son adresse c'est Raphaël arrobase test.local. Donc l'utilisateur, le serveur de messagerie de l'expéditeur, donc son serveur de messagerie va procéder à l'interrogation du DNS va procéder à l'interrogation du DNS de labo.local. Ceci dans le but en fait d'obtenir l'enregistrement MX de ce domaine. Dans le DNS en retour, qu'est-ce que le DNS de labo.local en retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer une liste d'enregistrement MX pour labo.local. Donc avec les valeurs de priorité. Admettons que par exemple, lui va envoyer par exemple mail.labo.local. On a créé récemment un enregistrement de type A nommé mail qui correspondait en fait, si on veut revenir un tout petit peu, créer un enregistrement MX pour votre serveur de messagerie mail. Donc, notre serveur de messagerie s'appelle mail. On l'a créé précédemment. Donc, quand un utilisateur, raphaël.test.local, va envoyer un courriel à john.labo.local, son serveur à lui, le serveur de messagerie du domaine test.local, va interroger, va envoyer une requête au DNS de labo.local. Et le DNS de labo.local va donc renvoyer une liste d'enregistrements MX. Ces enregistrements MX avec également les valeurs de priorité de chacune de ces enregistrements, de chacun de ces enregistrements. Donc, on aura par exemple mail.labo.local dans la liste. On peut encore avoir d'autres. Supposons par exemple qu'on ait courriel @labo.local. Donc le DNS va envoyer supposons par exemple qu'on ait deux adresses de messagerie, deux serveurs de messagerie dans notre domaine. Celui-ci a la valeur de priorité par exemple 8, l'autre a la valeur de priorité 10. Donc ce serveur le DNS va envoyer cette liste-là. Et qu'est-ce que le serveur de messagerie de l'expéditeur va faire? Le serveur de messagerie de l'expéditeur ayant reçu ces informations via les requêtes initiées au DNS de labo.local va donc choisir le serveur de messagerie avec la priorité la plus basse. Dans notre cas, c'est mail.labo.local en premier. Donc, il va donc choisir ce serveur-là en premier. Il va donc tenter d'envoyer l'email à ce serveur avec la priorité la plus basse. Si ce serveur-là est indisponible, il va essayer d'envoyer au second serveur. Donc, et une fois connecté, le serveur récepteur va accepter l'email et acheminer donc, supposons qu'il envoie à mail.labo.local. Mail.labo.local va recevoir le courriel et envoyer donc en retour dans la boîte aux lettres de john@labo.local. Donc c'est ça en fait le rôle de l'enregistrement MX. C'est simplement ici en conclusion pour spécifier les serveurs ou les serveurs de messagerie qui seront responsables de la réception des emails dans le domaine, dans un domaine donné. Dans notre domaine ici, c'est labo.local. Donc on va créer donc cet enregistrement MX. Donc on a dit ici, la suite c'était quoi? Créer un enregistrement MX pour votre serveur de messagerie mail de nom de domaine.com. Je copie déjà nom de domaine.com ici. Je viens là, je fais un clic droit. J'ai ici nouveau serveur de messagerie MX. Je vais donc
renseigner ce nom que je viens de copier, nom de votre domaine.com. Je vais cliquer sur parcourir pour aller sélectionner le nom du serveur de messagerie qu'on a créé précédemment. Dans la zone de recherche directe, je déroule donc les différentes arborescences. J'ai ici mail. Je vais sélectionner mail. Je valide par OK. Et là, j'ai ici la valeur de priorité. Bon, on peut ajuster cette valeur si on a plusieurs serveurs de messagerie en place. Donc, je vais simplement valider ainsi, puisque je n'ai qu'un seul serveur de messagerie. Je valide cette création-là. Donc, j'ai l'enregistrement MX que je viens de créer pour mail.labo.local. Donc, là maintenant, si je fais une simulation pratique, je vais revenir sur NSLOOKUP. Bon, à titre de rappel, hein, pour la saisie, c'est NS. Non, je vais d'abord faire un CLS pour revenir à l'écran, pour ramener le curseur de ma souris au sommet de l'écran. Donc, je fais NS lookup pour tester donc le fonctionnement de cet enregistrement MX. Je vais faire set type égale MX. Je valide et je vais coller le nom de l'enregistrement associé, le nom associé à cet enregistrement de type MX. Je valide et là, ça me donne les deux adresses IP qui correspondent. On a le nom ici mail.labo.local qui est associé à l'IP 200.1, mail.labo.local associé également à 100.1. Voilà comment on peut faire la simulation de notre enregistrement MX. Voilà. Donc, ajouter un serveur membre comme serveur de nom de domaine NS dans le DNS du DC. Donc, ici, il faut déjà dire, quand on parle ici d'enregistrement de serveur NS, donc le serveur NS ici, à proprement parler, va simplement contenir des enregistrements DNS du domaine, le serveur membre ici dans notre cas, le serveur membre SRV MBR qui n'a pas encore le DNS en place. Lorsqu'on va créer, lorsqu'on va, comme on l'a dit ici, lorsqu'on va ajouter ce serveur-là comme serveur de nom de domaine NS, donc qu'est-ce que cela aura c'est quoi l'utilité? En fait, quand on procède donc à l'ajout de ce type, de ce serveur-là, le but ici, on a pour but ici simplement de pouvoir, même si on n'a pas encore installé le rôle DNS sur le serveur membre, quand on le configure comme membre du domaine DNS du DC, le but ici simplement c'est de pouvoir déjà permettre de stocker dans sa mémoire cache les informations de résolution DNS. Donc, si on a des clients qui ont des requêtes DNS initiées vers le DC, ce serveur-là qui n'a pas encore le rôle DNS, le serveur membre qui n'a pas encore le rôle DNS, il va donc simplement, il peut recevoir ces requêtes-là et les rediriger vers le DC. Et par la suite, même mettre en cache les informations de résolution. Donc, cela, c'est simplement pour alléger un peu la tâche de la tâche du DNS, qui est le DC dans notre cas ici. Donc, ça, c'est aussi beaucoup plus pour une préparation future du nouveau rôle DNS que sera notre serveur membre. Donc, voilà un peu, grosso modo, en quoi il est question ici. Donc, maintenant, qu'en est-il s'il faut procéder à l'ajout? Pour ajouter ce serveur-là comme serveur membre, donc on va venir ici sur le DC, on va dans propriétés,
Dans DC propriétés, est-ce qu'on a serveur membre ici? Non, c'est pas là-bas. Donc pour l'ajout, on va se rendre plutôt dans la zone de recherche directe ici. Je fais un clic droit sur labo.local, propriété. J'ai ici serveur de nom. Je clique là et je vais cliquer ici sur ajouter. On a déjà notre DC en place, donc je vais ajouter le serveur membre srvmbr.labo.local. Local. Voilà. Résoudre. Validation en cours. Bon, je peux même déjà cliquer sur OK pendant que le processus s'effectue en arrière-plan. Et là, je vais simplement appliquer et cliquer sur OK. Donc voilà mon enregistrement NS en place, le serveur de nom qui est déjà en place. Bon, pour tester cela, c'est toujours sensiblement la même chose que le test qu'on a fait précédemment pour l'enregistrement MX. Donc je vais faire set type égale NS. Je valide. Et là maintenant, qu'est-ce que je dois renseigner? Je dois renseigner le nom de mon serveur membre srvmbr. Valide. Donc là, j'ai ici quelques informations. Donc on a ici une série d'informations après avoir testé le fonctionnement de la mise en œuvre de ce serveur membre, comme serveur de nom de domaine NS. Donc, quand on a exécuté cette commande, on a eu ces informations. On a d'abord le nom de domaine ici. On a le domaine primaire, c'est le dc.labo.local, oui, puisqu'on n'a qu'un seul domaine dans notre architecture. On a responsible mail address. Bon, là, responsible mail address fait référence ici, en fait, à l'équipe ou à la personne responsable de la gestion de la zone DNS. Bon, ça, c'est mentionné hotmailmaster.labo.local. Bon, ça, c'est disons, c'est en quelque sorte, ici, c'est en quelque sorte, ça fait référence, en fait, à la personne ou à l'équipe, comme je le disais, responsable donc de la gestion de la zone DNS. Bon, généralement, par convention, hein, cette adresse-là est souvent sous la forme hotmaster@labo.local ici. On a aussi serial. Bon, ici, il faut dire on n'a pas encore d'adresse de messagerie. Hein, c'est pour cette raison qu'on a ici cette mention-là. On a serial qui est égal à 34. Bon, ça, c'est le numéro de série qui est utilisé pour suivre en fait toutes les modifications qui sont apportées dans la zone DNS. Donc, chaque fois qu'il y a des mises à jour, ce numéro-là, ce numéro de série-là est incrémenté, est ajouté, augmente en fait, est incrémenté. On a aussi refresh chaque 15 minutes. Donc, c'est une valeur qui indique la fréquence à laquelle le serveur DNS secondaire, bon, on n'a pas encore le DNS secondaire, le serveur DNS secondaire doit vérifier auprès du serveur principal, le serveur DNS principal, s'il y a des modifications qui ont été apportées à la zone. Donc, chaque 15 minutes, la vérification s'effectuera. Maintenant, on a aussi retry chaque 10 minutes. Retry 10 minutes ici, c'est pour dire que si le serveur DNS en fait ne parvient pas à contacter le serveur principal, le serveur DNS principal, lors d'une tentative de rafraîchissement, il va essayer après un délai de 10 minutes, parce qu'on a dit que le délai de rafraîchissement, c'était 15 minutes. Si au bout de 15 minutes, bon, disons, après les 15 minutes là, de rafraîchissement, il va réessayer donc 10 minutes après de contacter le serveur DNS principal. On a également expire one day. Là, ici, si le serveur DNS
secondaire ne parvient pas à contacter le serveur principal pendant un jour, comme c'est mentionné là, il va cesser donc de répondre aux requêtes de DNS pour cette zone-là. Donc ici, là, il considérera que les données pourraient être obsolètes en fait. Maintenant, on a le default TTL. Le TTL pour time to leave. Ici, par défaut, ça définit en fait la durée pendant laquelle les enregistrements DNS peuvent être mis en cache par le résolveur DNS ou les clients avant d'être actualisés. Donc ici, c'est 1 heure. Donc voilà un peu l'interprétation qu'on peut faire quand on teste donc ce serveur de type NS. La suite donc de notre atelier consistera à configurer un redirecteur à l'adresse 8.8.8.8 ou alors DNS du collège. Bon, si dans le collège on a une autre IP qui fait office de DNS, on peut utiliser cette adresse IP là en lieu et place de la 8.8.8.8 qui est le DNS de Google. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de redirecteur, les redirecteurs ici à l'adresse 8.8.8, c'est simplement pour permettre, lorsqu'on a une requête DNS dans notre réseau labo.local, qui ne couvre pas en quelque sorte, qui n'est pas, que notre DNS ne parvient pas à résoudre, cette requête-là va être redirigée vers la 8.8.8. C'est ça le but en fait. Bon, ça sera beaucoup plus utilisé quand il s'agira d'effectuer des requêtes qui vont sur Internet. Donc, la résolution va donc être redirigée par l'adresse 8.8.8.8, qui est le DNS de Google. Donc, pour la mise en place, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour la mise en place ici, nous allons nous rendre sur le nom de notre serveur, c'est DC ici. Je fais clic droit, propriété. Nous avons ici redirecteur. Donc, tout ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est simplement d'associer le nom, l'adresse IP, d'ajouter l'adresse IP qu'on a donnée là dans cette fenêtre ici. Il faut dire que il faut se rassurer déjà préalablement qu'on a accès à Internet puisque c'est une IP, c'est le DNS de Google. Donc si je fais un ping vers l'adresse 8.8.8, qu'est-ce que j'obtiens? Échec de défaillance, échec de transmission, défaillance générale. Bon, ça veut dire que je n'ai pas Internet. Je vais d'abord vérifier ça. Est-ce que mon serveur m'envoie Internet ici? Donc, je fais un ping également ici vers 8.8.8. Le serveur m'envoie Internet. Donc, normalement, le DC devrait également avoir Internet. Quels sont les paramètres de sa carte? Puisqu'on a configuré le NAT sur le serveur membre, donc normalement le DC doit aussi avoir Internet. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo concernant la configuration du NAT. Donc, nous l'avions déjà fait. On va vérifier ça. Je vais me rassurer que la passerelle de mon DC... Ah, je n'ai pas mis la passerelle ici. 192.168.100.2 qui est l'interface, comme je reviens sur le schéma ici. On l'avait déjà fait, juste à titre de rappel. Donc le DC ici, pour aller sur Internet, doit passer par le serveur membre qui a déjà une interface reliée sur Internet. Donc sa passerelle sera la 100.2. C'est ça que je viens de renseigner ici. Je valide. Donc une fois validé, si je fais un ping continu vers le DNS, ah voilà, ça passe même déjà. Donc là, je reviens sur le redirecteur. J'avais dit qu'on fait
un clic droit sur DC, sur le nom de notre domaine, le nom de notre machine, pardon. Et là, je vais cliquer sur modifier ici pour inscrire la 8.8.8.8. Je valide. Donc, tentative de résolution, validation en cours. On peut patienter quelques instants. Voilà. Là, la résolution a été effectuée. Je clique sur OK. Là, j'ai mon redirecteur en place, la 8.8.8.8. J'applique et je valide par OK. Bon, maintenant, comment ça se passe? On a mis en place le redirecteur. S'il faut tester le fonctionnement de ce redirecteur-là, comment est-ce que ça va se passer? Pour être sûr que c'est opérationnel. Donc, pour le test ici, on peut simplement venir là. Bon, si je vais simplement recommencer, je fais un CLS. OK. Je rappelle une commande que j'avais déjà saisie. nslookup google.com avec l'IP de mon DNS 142.168.100.1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai là google.com. Bon, la résolution n'a pas fonctionné. Ça m'a donné plutôt la correspondance en IP version 6. Si je rappelle encore la commande. Voilà, là, la résolution m'a donné les deux adresses correspondantes. Bon, il faut dire, en effet, quand on met en place le redirecteur, même sans redirecteur déjà, bon, quand on met en place le redirecteur, l'objectif ici, c'est d'alléger la tâche au DNS. Donc, le DNS ne va pas commencer à traiter cette requête puisque déjà la requête n'est pas dans le réseau local. Donc, quand on fait par exemple google.com, on tape une requête google.com, directement, le DNS va transférer cette requête-là au redirecteur qui est en 8.8.8.8 dans ce cas. Donc, ça allège conséquemment la tâche au DNS. La suite, donc, c'est ajuster les paramètres de vieillissement et de nettoyage à 3 jours. Donc, pour ajuster ces paramètres-là, on va venir ici sur le DC. On fait un clic droit. On a ici défini le vieillissement et le nettoyage pour toute la zone. Donc, le nettoyage ici, c'est beaucoup plus quand on a des enregistrements qui sont déjà obsolètes, qui ne sont plus utilisables. Donc, de façon automatique, le DNS va devoir supprimer ces enregistrements-là. Si on a des noms, par exemple, qui ont été sortis du domaine et qui ont toujours leur enregistrement dans le DNS, du fait que ces noms ne soient plus actifs, le DNS va simplement les supprimer en fonction de ce délai qu'on a défini. Donc, on a dit à 3 jours, intervalle de temps, intervalle d'actualisation, on le met aussi à 3 jours. Je valide par OK. Et là, appliquer ces paramètres aux zones existantes intégrales. Là, je vais cocher cette case et je clique sur OK, comme ceci. Donc, ça fait que chaque 3 jours, les enregistrements qui sont désuets, qui sont obsolètes, seront automatiquement supprimés. Donc, voilà en conclusion ce qu'il fallait faire pour cette partie de notre travail pratique. La suite donc lors d'une prochaine vidéo.